On commence cette édition avec une tradition maintenant, une rencontre avec mes collègues et amis Jérôme Colombin et François Sorel pour revenir sur cette édition 2024. Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti. Mais c'est incroyable, on est face à face en vrai dans la vraie vie. Ouais, parce que d'habitude, il y a moins de monde que ça autour de nous. Et surtout, on n'est que deux. Voilà. Et là, aujourd'hui, nous recevons un troisième co-débatteur qui n'est autre que... François Sorel. Salut François. Ah là là, ça me fait quelque chose de vous voir tous les deux comme ça, main dans la main. Parce que, autant vous dire, je peux m'adresser à votre audience, à tous les deux. Vous avez créé tous les deux une espèce de complicité qui est émouvante. Vraiment. C'est beau. Moi, je suis très proche de Jérôme. Tu sais que ça fait des années. Et... Vous êtes un couple médiatique. Bien sûr, mais maintenant, alors, j'allais dire on est un trio, non, mais on commence vraiment à... Voilà, on est tous ensemble, c'est cool. Exactement, on pourrait le devenir ce trio, mais j'ai une petite idée derrière la tête, je vais vous en parler tout à l'heure, mais on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant. Donc, on est ici parce que pour les auditeurs de mon carnet, c'est une habitude. Je pense qu'on est à la 6e ou 7e édition de cette rencontre importante qui marque un temps dans l'année, c'est-à-dire le moment où Jérôme et François nous disent ce qu'ils ont pensé du CES. Alors, Jérôme, je te laisse en premier la parole. Qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci? Oui, mais tu vas aussi, toi, nous dire ce que tu en as pensé. Hein, exactement. On pose des questions et que nous, on répond. Mais ça serait bien aussi un jour de lui poser des questions. Il ne va pas y échapper. Allez, je commence. Qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, je pense que c'est un très bon CES qui part dans plein de directions intéressantes, qui est sérieux, avec des thèmes sérieux qu'on va peut-être développer un petit peu. On parle de e-santé, on parle de tech for good, on parle de deep tech. J'ai vu plus de belles innovations concrètes qui vont servir à quelque chose que de trucs bullshit comme on a l'habitude de voir. Et en même temps, il reste les classiques, la télé, les écrans transparents, les lunettes connectées avec la traduction automatique qui marche pas, etc., etc. Belles affaires. Et puis, on n'a pas eu droit à de patates connectées. On n'a pas eu droit à la patate connectée qui était... Alors, à chaque fois, cette histoire-là revient sur... 2020. C'est incroyable, c'était la blague d'un Français pour montrer à quel point il y avait n'importe quoi au CES. Et il avait raison de souligner ce problème. François, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens de cette édition-ci? Écoute, je rejoins mon camarade, souvent on est d'accord. De temps en temps, on n'est pas d'accord, mais c'est rare. Mais... Hier soir, on n'était pas d'accord, on a dîné ensemble, on a failli se battre. On se jetait des pâtes, des spaghettis à la tête et tout. Non. C'est vrai que non, c'est un bon cru. Et puis moi, j'aime bien ce côté... un peu chaud, si tu veux, du Convention Center où tu as encore les géants de l'électronique qui sont là, hein, voilà, colosses au pied d'argile, mais qui maintiennent quand même la route. Donc avec beaucoup d'écrans, enfin les démos des écrans transparents là chez LG, c'est vraiment impressionnant. Samsung aussi, bien sûr. Et puis là où on est à l'Eureka Park, où on rigole moins ici, hein, il faut l'avouer quand même. Il y a beaucoup plus de choses sérieuses. C'est vraiment des startups qui jouent souvent, pas leur vie, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas leur avenir, hein, qui mettent de l'argent sur la table pour se payer un petit stand. Ils sont vraiment très pushy et on en sait quelque chose avec Jérôme et toi aussi Bruno. Hein. Moi, je vous le dis, et pourtant je suis loin d'être Michael Jackson, mais quand on se balade dans les rangs de ce truc-là, j'ai l'impression d'être Michael Jackson avant de rentrer sur scène, si tu veux. Toi, Jérôme, c'est pareil. On est sollicité toutes les 15 secondes, il y a des fois des gens qui nous suivent, si tu veux, tu sais, comme si on avait une cohorte de gens qui nous suivent. Et au bout d'un moment, on a notre tête, en plus on commence à vieillir, tu vois, qui explose. Mais c'est vrai. Et donc là, pour revenir à ce que je disais, très sérieux, très concret, les gens jouent leur vie avec des annonces, en tout cas la vie de leur entreprise. Et il y a de tout, des trucs intéressants, des trucs bullshit, plein de choses qui marchent pas, mais bon, ça, on a l'habitude, hein. Jérôme, est-ce que toi, tu t'es fait attaquer comme ça dans les allées? Oui, je me suis fait attaquer par des femmes, notamment. Mais je passerai sur les détails. C'est pour autre chose, hein. Ouais, non, justement pas. Enfin bref, mais c'est vrai que avant on arrivait à se protéger en mettant son badge presse sous le manteau pour que les gens ne voient pas qu'on est journaliste. Alors ça marche quand on est dans les stands étrangers, mais quand on traverse les allées de la French Tech, c'est vrai que François et moi on est un petit peu connus dans l'écosystème français et on se fait alpaguer. Mais c'est normal, c'est la règle du jeu. C'est vrai que quand ça tombe dessus alors que tu viens d'entrer dans le salon depuis 40 secondes, c'est un petit peu déroutant, mais on gère. Hein. Mais c'est vrai que, typiquement, je pense que Jérôme est d'accord, on s'excuse aussi parce que parfois,
on a des réactions un peu d'agacement parce que en fait, il faut qu'on se rende, en fait, les gens se rendent pas compte, mais quand quelqu'un vient nous pitcher parce qu'on a fait 3 mètres et qu'on sort d'un autre pitch et que tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent, tu les vois au coin, tu sais, au coin de ton regard, tu en vois d'autres qui t'attendent, et ben, au bout d'un moment, même si on est très respectueux de tout ça et on salue, enfin voilà, on salue le courage de tous ces gens-là, ben, au bout d'un moment, si tu veux, on est un peu stressé, quoi. Et je tiens à m'excuser auprès de tous ceux à qui j'ai pas, non, mais à qui on n'a pas eu l'écoute nécessaire, mais c'est parce que en fait c'est impossible. Oui, mais je veux dire quand même aux gens qui font ça, qui sont souvent des gens des services de relations presse, etc. Ne changez rien. Vous faites bien votre boulot. Je veux dire, c'est pas agressif. Vous faites votre travail et bien souvent ça nous apporte des sujets super intéressants. Donc il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Tu connaissais cette expression ou pas ? 1954, première fois qu'on... C'est la première fois qu'on observe le lézard. C'est ça, qu'on a observé cette expression. Et toi, Bruno, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben, c'est intéressant l'image d'une édition sérieuse parce que j'ai senti à la fois que c'était ça, mais j'ai aussi senti qu'il y avait... la pandémie, là, s'était passée. Tu sais, l'an dernier, là, on sentait... Il y avait encore des petits bouts de Covid, mais non, là, il n'y en a plus. Non, mais c'est ça, mais on sentait, les gens étaient pas sûrs encore, mais cette année, l'optimisme est là. On sent, je faisais l'analogie un peu plus tôt cette semaine, j'ai l'impression de voir un grand voilier, les voiles toutes déployées, et ça avance. Mais je sais que c'est beau, mais ça, c'est un Québécois qui parle. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment impressionnant parce qu'on sent la confiance des gens. Tu regardes, les 2 dernières éditions, là, c'était rare, les fabricants qui arrivaient avec une 50aine de produits. Mais ça, c'était comme à la belle époque. Et ça recommence cette année. Les gens veulent que ça fonctionne. Tu veux dire par là qu'on est revenu au CS de 2020, juste avant le premier Covid, en fait, c'est ça? Merci d'avoir traduit. Exactement. Quand même, en 3 secondes, l'idée était sortie. Moi, je voudrais vous poser une question parce qu'on a toujours une vision partielle du CES. Hein. Chacun voit son propre CES. Et moi, il y a des trucs que j'ai pas vus. Donc, je voulais savoir si vous les avez vus. C'est tout ce qui, quand même, faisait un peu le charme du CES. C'était vraiment de l'électronique pure et dure, des gadgets high-tech, gadgets ou pas gadgets, des innovations. Alors, je suis pas allé vraiment du côté de l'informatique, par exemple. Donc, du coup, j'ai pas vu de choses comme ça. Les objets connectés absents aux abonnés absents. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, moi, je te dirais, il y a 2 trucs que j'ai trouvé intéressants. C'est le retour des Australiens Blue Ant. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, ils étaient présents il y a une certaine époque en Amérique et ils sont dans le son. Et à l'époque, moi, quand ils étaient arrivés dans les années, avant les années 20, de ce siècle, pas l'autre, je veux préciser. Non, parce qu'on n'arrête pas de dire qu'on est vieux, mais à un moment donné... Il ne faut pas exagérer quand même, hein, voilà. Exactement, j'apprécie. Et donc, ils étaient présents dans l'audio pour voiture avec Bluetooth et compagnie, c'était les premiers. Ils sont disparus de la carte et là, ils reviennent avec un truc... imaginez un skateboard, mais qui est retourné, enlever les roues, et ça, ce sont les haut-parleurs avec la basse qui sont sous un écran et qui vous donnent l'audio. Tu le mets où, ça? Tu l'installes où? Sous ton écran d'ordinateur, sous ton écran de moniteur. Et ça enlève le besoin d'avoir des haut-parleurs. Et ça, je trouve ça chouette. Sinon, il y avait chez Lenovo. Lenovo, ils arrivent avec leur gamme de produits à l'énergie solaire. Ah, ça c'est bien. Mais quel type? Clavier, moniteur. Waouh, super. Qui se rechargent donc à l'énergie solaire. Waouh, pas mal. Ah, quand même, hein? Ok, c'est bien. Bon, cela dit, tout ça ne nous enlèvera pas le... On va passer aux choses sérieuses maintenant. Hein, allez. C'est pas ça que je voulais dire. De toute façon, je réponds à la question que vous allez me poser. Quel est mon chouchou, hein? Oui, quel est ton chouchou? Voilà. Vas-y avec ton effet waouh. Mon effet waouh. Et le CES 2024, il restera marqué par un truc en particulier. C'est le lapin. C'est le rabbit. C'est le rabbit. Mais qui n'était pas sur le salon. Alors, toi, tu m'as dit ça. Il était dans un événement de soirée, mais il n'était pas sur le salon. Ils n'ont pas de stand. Ils n'ont pas de stand sur le salon, exactement, tout à fait. Mais il a été présenté, il y a des gens qui l'ont en poche, les gens de la société Rabbit. Donc ce truc, on résume en 2 mots ce que c'est. Hein, c'est un petit appareil qui c'est un assistant personnel à intelligence artificielle qui vient compléter l'usage du smartphone. Il y a un petit écran, il y a une petite molette pour scroller, ça le fait rire lui.
Non, mais c'est super ce truc-là. Moi j'aime bien. Après, évidemment, tu vas poursuivre, mais je trouve amusant quand il y a un produit qui sort de nulle part, qui fait le buzz au CES. Voilà. Je trouve ça top, en fait. Ça hijack le CES. Hein? Et donc, un bouton et tu interagis vocalement. Alors, je ne vais pas tout raconter, mais en plus, j'en ai parlé dans mon podcast hier et tout. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que ils ont un concept d'intelligence artificielle qu'ils ont baptisé LAM, L-A-M. On connaît les LLM, les Large Language Model. Là, c'est du Large Application Model. Et en fait, c'est quoi? C'est que la promesse, c'est que cet appareil permet de tout faire, tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais de manière plus simple à la voix. On pourrait se dire comment il fait. Alors, il va se plugger avec les API de toutes les applications de la Terre, mais pas du tout. Leur idée, c'est de se mettre à la place de l'humain. Et le fameux LAM, le concept de LAM, c'est une IA qui simule, enfin qui est capable, comme un être humain, d'interagir avec les interfaces des applications. Tu veux écouter de la musique, le truc, il va aller sur l'interface de Spotify, il va faire comme toi tu ferais, il va dérouler les menus, il va chercher les trucs, il va lire, il va cliquer sur les boutons. Et donc ainsi, leur idée, c'est que ça peut interagir avec toutes les applications de la Terre. Ça marche pas, j'en sais rien, mais je trouve que l'idée est géniale. Mais on sait qui est derrière ce truc-là ou pas ? C'est une start-up que moi je ne connais pas personnellement, un monsieur qui s'appelle Jesse Liu, qui est un jeune. Il a dit que son produit avait été inventé par des teenage engineers, donc des ingénieurs des très jeunes. Hein, c'est pour dire le côté, ils savent ce qu'ils veulent. Des ingénieurs de 8 ans. Voilà, exactement. C'est une start-up californienne, je crois qu'il va être à San Francisco, à vérifier. Apparemment, il y a de l'argent, parce que vu que le produit est là, la keynote qu'ils ont faite, il y avait un effort de communication énorme. Le type sur Twitter, en quelques heures, on le surnommait le nouveau Steve Jobs. Et quand tu regardes la keynote, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le storytelling, etc. Il a investi beaucoup dans l'aspect médiatique, en tout cas, ça c'est clair. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au AI Pin qu'on a vu sortir avant le temps des fêtes. Complètement. Ouais. C'est ça, c'est le post-smartphone. Que sera le post-smartphone? Les Google Glass, ça n'a pas marché. Le Human AI, tout le monde a rigolé. Est-ce que ce sera le Rabbit? Je ne sais pas. François, toi, ton moment ou ton produit, comment on dit, Wahoo? On se croirait dans un endroit où il y a des chiens ou des loups, tout dépend. Avant de vous donner mon coup de cœur, parce que finalement, pour l'instant, vous savez, moi je suis plutôt souvent sur mon plateau, là, enfermé dans ma cage. Enfin, quand je dis cage, c'est vraiment une image. Hein. Je suis sur mon plateau et c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'aller vérifier les trucs, mais j'ai vu 2-3 choses quand même intéressantes. Mais les trucs viennent à toi, donc c'est pas mal non plus. Oui, ils viennent à toi, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi farfouiller. Et justement, après ce podcast, moi je vais aller au Convention Center prendre mon temps et me balader, tu vois, tranquille, pour voir un peu ce qui ressort. Moi, ce que je trouve quand même amusant, c'est Apple qui attend le début du CES pour dire « Coucou les gars, vous savez quoi, le Vision Pro, il est prêt. Vous pouvez le commander à partir du 19 janvier et le 2 février, il sera disponible. » Voilà. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est... évidemment, tout ça est calculé parce que toute la presse tech est focusée sur cet événement. Et là, au tout début du CES, t'as Apple qui envoie son CP. Voilà, je trouve ça très habile. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui, c'est exactement ça. Ils veulent profiter de l'engouement. Ils veulent aussi essayer de couper l'herbe sous le pied aux autres. Mais en fait, ça marche pas, quoi. Bon, on parle d'eux, mais on parle pas que d'eux. Ça rappelle un peu ce que Microsoft et Sony faisaient à l'époque, où 2-3 jours avant le début du CES, bang, ils sortaient leur gros truc. Non, mais c'est ce qu'a fait le Rabbit, dont je parle aussi. Hein. Ils n'exposent pas, mais ils ont fait quand même l'annonce à ce moment-là. Mais après, les petits coups de cœur, il y en a plein. Moi, j'aime bien. Il y a un petit Projo, je sais pas si vous l'avez vu, tout petit, tout mignon, hyper design chez LG, qui ressemble à, tu sais, les premières caméras qui filmaient avec une espèce de manivelle. Mais on remonte très très loin quand même là. Tu te rappelles de ça? Des caméras à manivelle, j'ai pas connu, non? C'était à l'époque des frères Lumière. Ils avaient une espèce de boîte, tu avais une manivelle, et en fait cette manivelle sur le projecteur LG, elle sert à rien, vous n'allez pas tourner pour projeter, mais ils ont essayé de retrouver un design qui est très joli, et qui s'intègre dans beaucoup d'environnements, d'appartements, de déco, etc. J'ai plus son nom, mais je l'ai trouvé très joli. Je trouve que les écrans transparents, c'est intéressant, on en parlait tout à l'heure, mais voilà. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que demain, on se retrouvera avec comme une espèce de cadre invisible posé sur un mur, et parce qu'aujourd'hui, le problème de la télé, c'est que la plupart du temps, c'est moche, une télé, ok? Alors, il y a The Frame qui fait des efforts, etc. Mais là, une télé transparente, c'est quoi l'idée? C'est de se dire...
tu as un mur avec, je sais pas, moi, une tapisserie ou quelque chose, tu vois pas ta télé, tu l'allumes, paf, d'un coup, tu vois un écran qui s'éteint quand on n'a plus besoin. Aujourd'hui, on n'y arrive pas parce que on n'arrive pas à avoir la même qualité d'image qu'un écran OLED fabriqué dans les règles de l'art, mais petit à petit, on s'y rapproche et peut-être que dans quelques années, on aura d'immenses écrans qui seront invisibles, éteints, et d'un coup, on se retrouvera avec une salle de cinéma. Je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'on se plante, peut-être que ça marchera jamais, mais en tout cas, c'est cool. À une époque, on en aura tellement marre des écrans qu'on n'aura qu'une envie, ce sera d'avoir une maison sans écran. Ouais, mais tu auras toujours besoin d'écran parce que tu auras toujours envie d'avoir... Après, c'est des goûts, mais le cinéma, par exemple, tu vois, tu as toujours envie de te mater un bon film. Quand tu vois la qualité aujourd'hui de Netflix, d'Amazon qui propose de la 4K, c'est toujours cool, quoi. On fait Dolby Atmos, là, ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé un truc, Dolby, qui est en train d'exploser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dolby Atmos, il y en a partout. Apple Music diffuse des chansons en Dolby Atmos. Il y a de plus en plus, Netflix diffuse tous ses contenus en Dolby Atmos. Donc, Dolby est en train de réussir sa transformation marketing. Et du Dolby Atmos, on en a partout. Et le problème, c'est que c'est une usine à gaz, le Dolby Atmos. Tu sais, t'as une barre de son, mais t'as des enceintes à l'arrière, etc. Et en fait, ils ont sorti un outil qui te permet de calibrer très rapidement, un peu comme Sonos avec TruePlay. Mais ce que Dolby aimerait bien faire, c'est qu'à partir du moment où tu achètes un produit Dolby Atmos, que ce soit une télé, une enceinte Sonos ou n'importe quoi d'autre, eh bien qu'il y a un produit commun qui te permette automatiquement, sans usine à gaz, de configurer tout ton espace de manière optimum pour avoir le meilleur son Dolby Atmos. C'est génial. Et ce que tu dis, ça rejoint ce que m'expliquait récemment un copain qui est hyper pointu en hi-fi. Je lui demandais des conseils pour acheter des enceintes. Je voulais m'acheter des vieilles, des enceintes classiques, colonnes et tout. Il me dit laisse tomber, prends des enceintes avec de l'intelligence dedans, en fait, connectées, style Sonos ou autre. Il dit aujourd'hui, de toute manière, le son il est algorithmique. C'est-à-dire que pour avoir le meilleur son, c'est à l'informatique qu'il faut s'en remettre et plus à la physique toute bête. D'ailleurs, s'il nous écoute, parce que je sais qu'il écoute souvent les podcasts, Emmanuel, si tu m'entends. Mais voilà, je trouvais que la réponse était intéressante et ça corrobore tout à fait ce que tu dis. On va vers de plus en plus d'informatisation et d'algorithmisation du son et c'est par là que va passer la qualité. À propos de Dolby Atmos, on m'a parlé chez TCL d'un système Dolby Atmos sans fil. Donc va voir sur le stand de TCL, ça va t'intéresser en passant au Convention Center. J'ai vu mon futur flipper, ça vous intéresse ou pas? Bah oui. Il y a Stern. L'année dernière, c'était le flipper James Bond. Là, j'ai vu le flipper Les Dents de la Mer. Le flipper Jaws, qui est magnifique. Alors, Jérôme s'en fout du flipper, mais moi, j'adore ça. Et franchement, je crois que je vais craquer. C'est très cher, en revanche. D'ailleurs, je lance un appel à toute votre communauté. Là, d'un coup, je vais toucher des millions de gens. On est d'accord, entre vous deux. Personne ne va financer ton flipper. 1 euro chacun, ça suffit. Combien ça coûte? Très cher. En fait, le minimum, je crois que c'est 10 000 euros. Et il y a des versions à 17 000 euros qui sont des versions collector. D'ailleurs, il n'y en a plus. Et il faut savoir que le business du flipper, quand tu prends un flipper qui est numéroté et collector, c'est un peu comme un vieux vinyle ou une bagnole. Ça ne prend que de la valeur. C'est-à-dire, tu achètes un truc à 17, peut-être que dans quelques années, ça coûtera 25. Comme une Rolex. Parlant de Rolex, vous avez vu qu'ils ont fait une association avec Realme et ils sortent un téléphone? Rolex? Ah oui, c'est à suivre sur X, sur mon compte. Les informations sont là. Ouais, mais on est d'accord que c'est débile. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone Rolex? Il va te donner l'heure, le téléphone? Ah oui. C'est le prestige, c'est une marque de luxe. Mais pourquoi associer Rolex à un téléphone? Non? C'est bizarre. Je sais pas, tu leur poseras la question. Moi, je trouve ça intéressant notre discussion parce que il y a des choses fantastiques là, juste dans notre dos. Il y a des gens qui font des implants pour le cerveau pour redonner la marche à des personnes handicapées. Il y a des trucs de deep tech. Et nous, on est là à parler de flipper et de Rolex pour téléphoner. C'est ça le CES, c'est tout ce contraste qui est fou. Et Jérôme, tu as passé la semaine à parler de ces produits-là. Alors là, c'est bien de parler d'autres choses. C'est un peu différent. Ouais. Non, mais c'est vrai, il a raison, le CEA, la Grenoble, là, enfin, le centre d'études, non, c'est quoi? Le commissariat à l'énergie atomique. Ouais, mais initialement, c'était ça, ouais, tout à fait. Ils ont quelques startups très attachantes avec des ingénieurs dont c'est pas le métier de faire des pitchs, tu vois, mais c'est hyper intéressant. Ils ont plein de trucs géniaux. Il y en a un qui me vendait un système de... Qui me vendait, c'est un terme journalistique. Il ne faut pas croire qu'on a essayé de lui expliquer. Voilà. Ils ont mis au point une solution qui arrive à détecter si, par exemple, n'importe quel objet est vrai ou faux. Parce que
Prenons l'exemple d'un parfum. Dans le parfum, ils vont rajouter quelques molécules, mais qui sont invisibles et qui ne vont pas dénaturer l'odeur du parfum. Mais avec un appareil que tu poses sur le flacon, tu vas voir si c'est un vrai ou pas. Et il faut savoir que aujourd'hui, les faux parfums, enfin voilà, il y a un marché du faux qui est énorme. Je parle des parfums, mais ça marche aussi avec des sacs. Il suffit de déposer quelques molécules sur un sac Chanel ou je sais pas quoi, pour que, avec un capteur, tu poses dessus, tu vois si c'est un vrai ou pas. C'est comme le jumeau numérique d'Asso Systèmes qui était déjà là l'année dernière, mais qui d'année en année évolue. C'est fabuleux. On arrive aujourd'hui à simuler de manière informatique. Alors, pour l'instant, c'est des organes, le cœur, le cerveau. Et leur projet, c'est d'arriver à simuler le corps entier. Ce qui permet ensuite, pour des individus, de tester des traitements, des opérations, avant de les pratiquer réellement. Si tu as ton jumeau numérique, je vais pouvoir voir comment tu vas réagir avec telle ou telle molécule. C'est très important, par exemple, pour les traitements contre le cancer, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la chimio ou à la radiothérapie. On peut imaginer des trucs comme ça, c'est incroyable. C'est fabuleux et je vous invite à écouter d'ailleurs l'interview du grand patron de ce projet, Virtual Twin, que j'ai interviewé. Alors on parle de comment on travaille ou pas? Parce que c'est rigolo aussi, non? Oui, je fais des interviews, monsieur, en audio et en vidéo. Et cette année, j'ai fait les deux en même temps et franchement, je m'aperçois qu'il me manque une main. Je préférerais avoir une troisième main, mais je m'en sors quand même. Ça fait le titre d'un bon bouquin, ça, la troisième main. Oui, ça a été fait, une troisième main virtuelle. Il y a des chercheurs français qui ont fait un truc où on te donne une troisième main virtuelle et on étudie comment tu te l'appropries, ce que tu peux faire avec, ce que ça provoque comme feedback sur ton cerveau, etc. Bon, moi, je peux interviewer un peu Bruno ou pas? Parce que, franchement... Il est trop gentil, il nous laisse trop parler. C'est ton combienième de CES? 27e. 27e CES. C'est le doyen, enfin c'est le papy, hein. Nous, à côté, on est des adolescents, quoi. Non, sérieusement, vous en avez autant. Non. Ah non, je t'assure que non. Moi, j'ai commencé beaucoup plus tard que toi, le CES. Moi, c'est 1996. Non, mais moi, j'ai commencé avant l'ordinateur, enfin, avant que j'ai un ordinateur, donc j'ai plus les traces. Et puis il n'y avait pas d'ordinateur à la rédaction, à France Info où je travaillais, donc j'ai pas de traces. Je dois avoir ça sur des feuilles à la cave, il faudra que j'aille voir. On est passé ce passage sur Radio Nostalgie, là, on est bien, hein, on est plutôt pas mal. Non, mais alors, et toi Bruno, qu'est-ce que tu en penses de ce CES? On en a un petit peu parlé, mais tu en as fait 27. Est-ce que tu trouves que le CES évolue bien? Parce que finalement, ça n'a plus rien à voir avec les CES, les premiers CES que moi j'ai connus, en 2005-2006, où tu avais des innovations de rupture, comme le DVD, le lecteur de CD, la télé écran plat. Il n'y a plus tous ces trucs-là aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est tellement intéressant, ça. En tout cas, dans cette édition-ci, on ne sent pas qu'il y a de rupture ou de nouvelles technologies ou un nouveau modèle qui est amené. Ça, tu as raison, on ne le sent pas. Ce que puis je me souviens d'une entrevue que je vous avais donnée, mais il y a de nombreuses années, où j'étais blasé parce que je trouvais que j'avais perdu mon temps en venant ici. C'était que de l'évolution, c'était un processus, mais il n'y avait pas de découverte, il n'y avait pas d'innovation. Mais cette année, je suis très content d'avoir été là, nonobstant le fait que là, on voit concrètement à quoi sert l'intelligence artificielle, ou embarquée ou parallèle, là, branchée au produit pour bonifier l'expérience. Mais moi, ce qui me rend heureux, c'est d'avoir vu toute l'avancée du côté des produits technologiques qui ont à voir avec la santé. Tu en parlais, moi je pense à ces systèmes d'exosquelettes qui vont permettre à des gens de remarcher. Et des trucs là, qui s'attachent à la ceinture et qui prennent tes jambes et les font avancer. C'est pas rien, ça. Le gant japonais, qui est un exosquelette, mais qui permet aux gens atteints du Parkinson de reprendre le contrôle de leurs mains, c'est pas rien, ça. Et puis, le truc, et j'en ai parlé à ton émission, François, SLR Luxottica, leur paire de lunettes où il y a une prothèse auditive qui est embarquée là-dessus. Et ils le savent pertinemment bien. Ils me disaient en entrevue, ils disaient, écoutez, nous, on s'adresse au public des 50 ans qui commence à perdre un peu la vue, commence à perdre un peu l'ouïe, mais ils ne sont pas prêts à aller se poser une prothèse parce que ça ne fait pas tellement bien, ils veulent prendre un coup de vue avec ça. Bien, cette paire de lunettes-là, là, elle va régler ce problème-là pour bien des gens. Et quand on parle de game changer, ben, c'est probablement un que j'ai vu
Et ici, ben, ça me réconforte dans l'utilisation qu'on fait de la tech. Ben, c'est ça, en fait, la mutation du CES. OK, il n'y a plus le standard qui va tout casser, le DVD, le truc, le machin, mais maintenant, on est sur d'autres thématiques. C'est le règne du soft aussi. Hein. Tu as tout à fait raison, et on s'attendait quand même beaucoup à voir de l'IA partout. Hein, on s'attendait à de l'IA washing, d'ailleurs c'est le thème AI for all, je crois, c'est ça. Et on s'était dit, bon, ils vont nous mettre de l'IA comme ils avaient mis du métavers. Et en fait, bah, pas tant que ça, je sais pas vous, mais l'IA est déjà partout, mais depuis un certain temps. Et donc là, bah, on n'en rajoute pas, en fait. Hein. C'est pas la première chose dont on parle. Ou on le mentionne sur le nom du produit, mais c'est déjà à l'intérieur. Voilà, exactement. Ouais, bon, y a beaucoup de logos avec de l'IA, mais on se rend compte que que parfois c'est un peu bullshit quand même. Là, je sais que Fred Sibotel a vu un vélo ChatGPT, tu vois. Non mais sérieux. Et le pire dans cette histoire-là, il trouve le produit génial. Parce qu'en fait, tu peux dialoguer avec ton vélo. Voilà, mais comme je lui dis, oui, il va dialoguer avec son vélo, c'est cool, mais est-ce que tu pourras pas faire ça avec ton téléphone finalement, quand tu seras sur ton vélo ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le premier concurrent de tout ça, c'est le smartphone finalement, qui petit à petit fait de plus en plus de choses, tu vois. Trop, si on en croit Rabbit, voilà. on y revient, exactement. Non mais bien sûr, l'IA est partout, le soft est partout, mais on n'est pas dans des trucs de rupture, on est dans de l'implémentation de l'IA. Alors effectivement, c'est ça, c'est du ChatGPT, ce qui est quand même une sacrée révolution. Hein. Mais puisque François, tu évoques Frédéric Simotel, il y a quand même un point qu'il a amené à ton émission cette semaine, et je ne l'avais pas vu, je n'y avais pas pensé, c'est l'absence de la cybersécurité dans cette exposition-là. Il y a 2-3 exposants, mais sur 4000, c'est rien. Et tu dis, tous ces appareils-là, là, ils sont tous à risque. Et je ne comprends pas, et d'ailleurs, je vous invite à lire l'infolettre de Fred, là, à laquelle on peut s'abonner en passant par le site de BFM Business. Voilà. Et donc, c'est fascinant de voir que tous ces gens-là, ils sont en train de nous vendre une technologie, mais on ne sent pas où est la sécurité là-dedans. Je ne sais pas, ça ne veut peut-être pas dire qu'ils n'y pensent pas. Hein. Et puis, normalement, c'est la security by design maintenant. C'est-à-dire qu'en principe, ça a été pris en compte en amont. Je t'invite à aller voir tous les kiosques qui sont faits en Asie. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais il y en a beaucoup ici. Puis, Ah non, mais mettre une backdoor pour espionner, c'est pas une atteinte à la cybersécurité. Hein. C'est vrai. C'est juste politique. Hein. Hey, messieurs, moi, je m'excuse, mais je regarde le temps passer et puis mes auditeurs, ils veulent entendre autre chose. Et je présume, Jérôme, que tes auditeurs aussi veulent entendre autre chose. Alors, si ça va avec toi, Jérôme, je salue tes auditeurs et je leur dis à la semaine prochaine. Et quant à toi, je te salue aussi. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. J'ai immortalisé votre complicité sur mon téléphone, voilà, mais j'ai fait une petite photo. Et c'était un plaisir, les amis, toujours un bonheur que de discuter avec vous, évidemment. Fais-nous une petite photo à 3 quand même. Hein. Oui, bien sûr. Cet enregistrement est un peu en vrac. Alors en plus, on a 2 micros, donc on s'entrechoque parfois. Bruno ne voulait pas que je sorte mon micro, mais j'ai pas résisté. Alors on y va, la photo. Voilà, on y va, donc là on fait une photo. Comme ça. Bon, vous rigolez bien, mais enlevez le micro pour qu'on voit. Ah ben non, mais il faut mettre sourire. comme ça. Ben oui, comme ça. Et voilà. Et voilà. J'ai un truc à vous demander avant qu'on se quitte. Je pense qu'on a plein de choses à se dire, ça fonctionne pas mal. Et moi, je voudrais, si vous êtes d'accord, peut-être vous donner rendez-vous pour qu'on essaie de se reparler, et même peut-être à intervalles réguliers. Voilà, avec ceux qui sont disponibles. On avait un podcast avec François qui s'appelait Chez Jérôme et François. Que j'aimais beaucoup. Tu n'étais pas le seul. Non, parce que... c'est vrai que j'écoutais plusieurs fois, je m'excuse. Ça a fait monter les stats. Hein? C'était le même plusieurs fois en plus. C'est ça qui est... Oui, parce que je ne comprenais pas toujours. Voilà, c'est ça. Mais nous non plus, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est à peu près ça. Non, mais c'est vrai qu'on n'est plus en mesure de l'assurer régulièrement, ce podcast. Et on nous le réclame beaucoup. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous le demandent. Donc, je vais arrêter de vous écrire. Moi, je vous propose qu'on se retrouve. Moi, je vous offre l'hospitalité dans mon podcast, dans Monde Numérique. Si vous voulez, on essaie de se retrouver une fois par mois, soit tous les 3, soit avec ceux qui sont disponibles. Et puis même, on fera venir d'autres personnes. Et on se fait un bon gros podcast de débrief de l'ActuTech mensuel. Et je vous héberge sur Monde Numérique. Ça vous branche ? Invité comme ça, c'est difficile de dire non. Hein? Ce que je fais sur BFM Business, quoi, en fait. Ce que tu fais tous les soirs, moi, je vais le faire une fois par mois. Mais c'est génial comme idée. Bon, bah oui, allez, chiche. On y va. On va faire plein de wow. Ah ouais, ça va être top, là. On va se croire dans la forêt avec plein de loups. Bon, allez, bisous, les amis. Voilà. Et bonne suite de travail, hein, c'est pas fini. Bah ouais. Encore une émission
l'émission là? Là, oui. Alors, on est jeudi, l'heure à laquelle on enregistre, c'est 12h10. J'ai encore de quoi je me mêle que j'enregistre là dans 10 minutes. Et j'enregistre un Tech & Co demain, vendredi, que je diffuse lundi. Une édition spéciale pour Noël. Il y aura Jérôme pour débriefer l'actu. Il y aura Luc Julia, Jérôme Colombin, Fred Simotel, la crème de la crème. Il a vraiment gardé tout le budget pour l'émission spéciale de lundi. Je dis pas, feu d'artifice et tout à la fin. Hein. Petit four. Ah là 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 là. Bon, allez, c'était un peu en vrac cette émission. C'était brut de décoffrage, mais on espère ne pas vous avoir dégoûté et vous avoir intéressé. Salut, salut et continuez à écouter Mon Carnet là tout de suite et Monde Numérique. Salut à tous. Salut.